Alors, bonjour à tous. Encore une fois, ce soir, nous nous retrouvons pour les histoires de leur début. Alors déjà, pourquoi les histoires de leur début? Parce que aujourd'hui, je trouve que les gens qui ont envie de se lancer un petit peu, il y a des fois dans un projet, ont tendance à avoir une vision de ce qu'ils veulent faire, mais se trouvent en fait quelque part comme dans une rame de métro, je dirais. C'est-à-dire qu'ils montent dans un wagon, ils ont un objectif et le métro, il a ses rails, il a sa destination et on est tellement focus quand on veut créer quelque chose sur comment je vais faire, etc. et la manière dont je vais y arriver que, ben, effectivement, on ne prend qu'une seule voie, qu'un seul tunnel. Et moi, j'ai envie de vous proposer dans le cadre de ces interviews quelque chose. Et si, au lieu d'être la rame de métro, vous étiez le voyageur? Vous étiez le voyageur et donc vous montez dans votre métro et puis, à certains moments, bah, vous avez la capacité de pouvoir en descendre. Alors, pas pour oublier votre objectif, non, mais pour trouver des alternatives. Vous prenez d'autres couloirs qui vous permettent de voir d'autres choses, de découvrir peut-être d'autres stations, d'autres manières de faire et qui vont vous amener systématiquement après à votre objectif, mais vous aurez découvert autre chose, vous aurez une vue en fait un petit peu plus grand, un champ des possibles que vous aurez créé. Et le but de ces interviews, c'est ça. C'est en fait de vous ouvrir le champ des possibles pour pouvoir vous montrer que même quand on se lance, on a toujours 1001 manières de gérer les choses, de faire les choses et de travailler l'objectif, de travailler les contraintes, de trouver des solutions. Alors l'histoire de leur début, bah, si jamais ces interviews ont juste la possibilité d'aider un entrepreneur un jour à pouvoir trouver son champ des possibles, eh ben, je crois que j'aurais réussi ma mission. Et dans ce champ des possibles, ce soir, je reçois une personne absolument géniale que j'adore d'ailleurs, qui est Marie-Christine Christoffel. Marie-Christine, elle est née en 1960 et elle est entrepreneure depuis l'âge de 20 ans. Vous imaginez le temps? Waouh, c'est génial. Alors, aujourd'hui, elle entre effectivement dans sa 6e décennie et elle a eu plein de, plein de jobs. Elle a été maquettiste, directrice artistique, directrice commerciale et bien d'autres. Mais elle a toujours été à l'écoute des besoins des gens qui l'entouraient ou qu'elle avait sous ses ordres. Et elle a toujours accompagné des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Marie-Christine, pour vous faire un petit peu son panégyrique, elle est présidente de la société NCC et compagnie, au sein de laquelle elle propose des conférences et des formations managers. Elle a aussi plein d'autres cordes à son arc, Marie-Christine. Elle est consultante en stratégie auprès des TPE et des PME. Elle est coach professionnel certifié RNCP. Elle est certifiée PNL, activité d'ailleurs dans laquelle elle fêtera ses 20 ans cette année. Elle pratique également la cohésion d'équipe et le management spécial TPE-PME. Mais Marie-Christine, c'est pas que cela. Marie-Christine, c'est une main de fer dans un gant de velours. Marie-Christine, elle est aussi coach élite auprès de l'Institut Paul Pironnet et elle intervient dans un programme qui s'appelle Au-delà de vous-même. Et en plus, elle vient de créer, il y a peu de temps, avec quelques acolytes, les cafés PNL. Les cafés PNL où effectivement un entrepreneur, une fois par mois, va parler d'un sujet qui l'intéresse en lien avec la PNL. Aujourd'hui, Marie-Christine, et on verra ça un petit peu plus tard dans l'interview, Marie-Christine, elle a un programme qui s'appelle Croque la vie. Croque la vie, où elle s'intéresse particulièrement, vraiment particulièrement, aux personnes qui ont 50, 60 ans. Alors, Marie-Christine, bonjour. Bonjour Eliane. Et Marie-Christine, voilà, la première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de te présenter à tous les gens qui nous suivent. Marie-Christine, qui es-tu aujourd'hui? Qui je suis? Vaste sujet, 60 ans de vie.
Alors, merci de m'avoir rejoint parce qu'en fin de compte, je n'entre pas dans ma sixième décennie, j'y suis rentrée depuis 3 ans. Donc, merci Eliane, merci déjà de m'avoir invitée à cette interview. Je trouve ça très intéressant ce que tu proposes justement au niveau des nouveaux entrepreneurs et même des entrepreneurs qui ont besoin aussi un petit peu de temps en temps d'avoir une autre vision, d'autres entrepreneurs. Donc moi, effectivement, je suis une femme de entre 60 et 62 et 63 ans, on va dire et demi, comme les enfants le disent. Passer la soixantaine, en général, on ne veut pas aller un peu plus loin. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est... c'est un passage qui est assez intéressant parce que c'est là qu'on lâche un petit peu l'ego et l'orgueil. Donc, je dirais que je suis une femme de 60 ans, plutôt épanouie. J'ai une joie de vivre et ça, c'est très important dans la vie. Et puis, j'ai 3 valeurs très, très importantes qui sont la liberté, et qui m'a toujours guidée, cette liberté depuis que je suis enfant. Et puis également le partage et la transmission, et de plus en plus la transmission. Donc voilà qui je suis. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore sur mes 60 ans de vie? Je suis aussi une maman maintenant, un grand garçon. J'ai été effectivement entrepreneur depuis, je dirais même l'âge de 18 ans, donc juste après le lycée. Et voilà, et je suis quelqu'un qui adore être en connexion avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Merci pour cette présentation, Marie-Christine. Alors, effectivement, j'ai l'habitude de commencer, moi, mes interviews en demandant à la personne qui est avec moi, puisque beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui viennent effectivement du milieu du salariat, quel est le point de bascule qui a fait qu'on est tombé dans l'entrepreneuriat? Toi, j'ai bien compris que, a priori, tu en as toujours été passionné, mais malgré tout, quand même, je vais te poser la question. Quelles ont été les motivations, quelles ont été les causes qui ont fait que tu es rentré dans l'entrepreneuriat alors que peut-être tu aurais pu effectivement aller dans le salariat comme beaucoup de personnes? Alors, je dirais que la première cause, c'est justement cette valeur, la liberté. J'avais besoin d'avoir cette liberté d'action. Et puis en plus, quand j'ai démarré, c'était juste après j'ai fait une école d'art appliqué, d'art graphique. À l'époque, on pouvait le faire juste après la troisième. Donc quand je suis sortie à 18 ans de cette école, je voulais absolument connaître le monde et puis travailler et connaître un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai au départ cherché effectivement des emplois salariés. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais salarié, fallait que je pointe encore les pointeuses à cette époque-là. Enfin, tout ça, ça ne me convenait pas du tout. Et puis, j'étais un peu restreint. J'avais pas cette liberté, justement, d'expression au niveau professionnel. Donc, du coup, vers, je dirais, 19 ans et demi, 20 ans, j'ai commencé à me mettre en indépendant. Donc, je travaillais en indépendant, je travaillais en intérim, je travaillais en salarié, je travaillais également avec dans des magazines. Et là, j'ai appris beaucoup de choses dans les magazines presse grand public parce que je gérais, à un moment donné, en tant que salarié, je gérais toute une équipe de rédacteurs, journalistes, photographes, et tous des hommes parce que je travaillais dans un magazine sportif. Et qu'en 1980, il y avait très peu de femmes dans le monde sportif, dans le monde journaliste. Et donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu. Même à cette époque-là, j'étais juste salariée. J'avais quand même le côté manager et le côté entreprendre. Parce que c'était moi qui gérais le magazine. Donc, en fait, je gérais une équipe. Je gérais la suite, c'est-à-dire les imprimeurs, tout ce qui était photograveur. À l'époque, on avait des photograveurs, les imprimeurs, donc tout ce qui était la partie édition. Et en fait, c'est là que j'ai appris. Et j'ai eu à ce moment-là un directeur de publication qui a été génial parce qu'il m'a laissé vraiment le libre choix de m'organiser. Donc, je dirais que même en étant salarié, j'ai commencé à apprendre ce que c'était que de manager et d'entreprendre vraiment dans ton poste. Donc ça, c'était la première chose. Donc, tout en étant de temps en temps indépendant, en faisant mes petits jobs à côté. Et puis, petit à petit, ce qui a vraiment déclenché, c'est cette liberté déjà. Et petit à petit, je passais de magazine en magazine parce que j'avais besoin justement d'apprendre beaucoup.
Et ça, c'était vraiment très important pour moi. Donc, de grandir, d'évoluer. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait des magazines internes, donc pour des entreprises. Et la société pour laquelle je faisais ça en tant qu'indépendant, donc en tant qu'entrepreneur, mais comme on peut dire auto-entrepreneur aujourd'hui, à un moment donné, cette société s'est arrêtée. Et là, j'ai les clients avec qui travaillait cette société qui m'ont dit, mais nous, on veut travailler avec toi. Et ils m'ont dit, mais par contre, on ne prend pas des indépendants, on ne prend pas, on dirait auto-entrepreneur aujourd'hui, on prend des sociétés. Donc, c'était juste une question de statut. Et là, effectivement, je me suis dit, moi, je m'éclate tellement dans ce métier que je veux continuer. Et donc, j'ai créé une société. Et là, j'avais 28 ans, où vraiment, je peux dire que j'ai eu le cabis, le statut d'entrepreneur sur le cabis. Là, ça a été vraiment le déclenchement. Et donc, je remercie mes clients à ce moment-là parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont poussé à ça. Donc, moi, j'avais déjà appris pas mal de choses, mais là, vraiment, j'ai appris encore plus. Et je les remercie parce que j'étais dans ma liberté, en fin de compte, et je travaillais avec des gens absolument géniaux. Et ça, c'était vraiment une grande chance pour moi. Ok, formidable. Donc, effectivement, si je comprends bien, une posture un petit peu de salarié, enfin de manager, et quelque part, 2 ou 3 clients qui t'ont poussé effectivement à pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat. Génial. Tout à fait. Une fois qu'on est dans l'entrepreneuriat, 2, 3 clients, ça ne suffit pas. Exactement. Donc, alors, dans ces cas-là, une stratégie pour pouvoir augmenter en fait ce panel de clients. Il y a effectivement, il y a le fait de pouvoir être reconnu, il y a le bouche à oreille, il y a pas mal de choses. Mais intrinsèquement parlant, est-ce que toi, tu as mis en place des stratégies pour aller chercher d'autres clients, pour aller alors ma stratégie en place, c'était vraiment la relation clientèle. Et en fait, tu parlais de bouche à oreille et la relation clientèle, votre client, c'est votre meilleur commercial. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler de vous. C'est lui qui va vous amener d'autres clients en disant, tiens, à telle entreprise, ah bah tiens, je travaille avec Marie-Christine, tu devrais aller la voir pour ce que tu as, ça peut être intéressant. Et ça a été vraiment très important. Et là, j'ai compris qu'en fait, la relation clientèle, c'était vraiment la clé de voûte d'une entreprise. Alors, bien sûr qu'après, il faut développer, il ne faut pas rester qu'avec un seul client ou 2 clients ou 3 clients. Il faut vraiment développer ça. Il faut que sur votre temps de développement de votre entreprise, il y ait au moins 20% pour le commercial, pour aller prospecter d'autres entreprises. Et aujourd'hui, on a beaucoup de facilité avec Internet, à cette époque-là, dans les années 80, on avait des plaquettes, on avait les assistantes en ligne qui faisaient barrage. Enfin, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on a des réseaux d'entrepreneurs qui n'avaient pas à ce moment-là ou qui commençaient, mais voilà, c'était pas encore tout à fait ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai joué vraiment beaucoup avec, je bichonnais mes clients et en les bichonnant, bah forcément, ça me ramenait d'autres clients. C'est-à-dire que vraiment, je faisais en sorte qu'ils soient heureux de ce que je leur donnais. Après, c'est vrai que quand on commence, effectivement, on a ça, mais en tant qu'entrepreneur, on doit aussi avoir une multicasquette, je dirais. Et quand on se lance, que ce soit à 18 ou 20 ans, ou même plus tard d'ailleurs, quel que soit, quand on sort du salariat, quel que soit l'âge à laquelle on se lance, on n'a pas forcément cette vision de toutes les casquettes qu'il faut. Comment ça vient? Comment est-ce qu'on prend conscience de ça en fait et comment on réagit à ça? Alors, comment on réagit à ça? Quelquefois, c'est un petit peu compliqué, surtout au niveau, enfin pour moi en tous les cas, moi qui étais plutôt une créative, puisque j'avais créé cette agence de communication où je faisais des magazines internes, où je travaillais avec des entreprises. Toute cette partie-là m'intéressait et ça m'éclatait vraiment, je me passionnais pour ça. Mais toute la partie qui était administrative, qui était commerciale même, hein, parce que quand je vous disais, il faut quand même 20% de commercial. Moi, étant dans la relation clientèle, heureusement, mes clients envoyaient d'autres clients,
Mais sinon, au niveau commercial, c'était pas vraiment mon truc. Quand vous démarrez, c'est compliqué d'aller voir les entreprises, de vraiment montrer ce que vous savez faire. À l'époque, on parlait pas trop de pitch. En plus, aujourd'hui, voilà, on parle de pitch et on travaille les pitch. Mais à l'époque, voilà, il fallait vraiment se présenter et ça s'apprend petit à petit. Et c'est vrai que faut savoir que dans une entreprise, il faut effectivement être multicasquette. C'est-à-dire que moi, j'étais à la fois un entrepreneur qui gérait son entreprise au niveau de ses salariés, qui gérait son entreprise au niveau administratif, qui gérait au niveau comptable, au niveau… Et là, si j'ai un conseil à donner, mais déléguer quoi. Déléguer. Parce qu'à l'époque, moi, je ne déléguais pas assez. C'était mon gros défaut. C'est-à-dire, c'est te dire, en fin de compte, j'ai une énergie de dingue et je me disais, oh bah, en fin de compte, je peux le faire. Mais à force de dire je peux faire, il y a un moment donné, on n'a quand même que 24 heures dans la journée. Et au bout d'un moment, bah, voilà, on se retrouve à effectivement avoir une surcharge de travail. Et là, bah, on peut péter les plombs, quoi. C'est pas possible, c'est pas gérable. Après, quand tu dis déléguer, oui, je suis d'accord. Mais quand on commence à se lancer, déléguer, ça suppose aussi, il y a des fois, avoir des finances pour, et on les a pas. Donc, effectivement, au début, on est quand même obligé de regrouper tout ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi. Quand on se lance sur quelque chose, sur un projet, on se lance avec une envie, donc on se lance sur une zone de génie, quelque part. Et tout ce qu'il y a autour, bah, je dirais qu'au départ, c'est un petit peu dans un certain flou artistique, quelque part. Oui, c'est au départ. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités pour se faire accompagner, pas démarrer tout de suite, avoir un statut. On peut être d'abord peut-être en portage, on peut être aussi dans des, comment est-ce qu'on les appelle, les couveuses. On peut démarrer aussi comme ça pour justement se faire aider de ce côté-là. Se faire aider sur des choses qui sont peut-être pas très simples, qui sont pas innées. Voilà, on n'est pas né entrepreneur, on a un caractère à entreprendre, mais pas forcément né en sachant comment faire des statuts, comment faire de la compta, comment faire des salaires, comment faire… Voilà, et même ça, même si vous êtes comptable qui le fait, il faut quand même que vous, en tant qu'entrepreneur, vous sachiez ce que c'est. Vous sachiez ce que représente une fiche de paye, que vous sachiez, voilà, c'est à savoir. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez le faire, mais c'est à savoir. Alors, après déléguer, on a aujourd'hui quand même, je trouve, beaucoup de possibilités de créer des alliances, de créer justement des coopérations avec d'autres personnes qui peuvent justement vous aider sur ces sujets-là qui sont peut-être un peu plus rébarbatifs pour vous ou pas, hein, parce qu'il y en a qui adorent faire tout ce qui est administratif. Moi, c'était vraiment mon problème. Hein. C'était l'administration. J'ai un comptable qui me connaît depuis 25 ans. Maintenant, il me connaît, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, oui, déléguer, c'est vrai que ça peut être compliqué au départ, mais c'est vrai que quand vous démarrez une société, bah, faut faire effectivement un plan d'investissement pour savoir exactement combien tout ça va vous coûter, jusqu'au moindre, le moindre contrat téléphonique que vous avez, parce que c'est important, ça fait partie des frais. Donc tout ça, oui, il faut vous faire voilà, un bilan de notation pour savoir combien créer une société va vous coûter. Alors après, tout dépend le métier que vous faites et quelle société vous faites, bien sûr. Il y a des sociétés, moi aujourd'hui je suis coach, j'ai besoin d'un téléphone et d'un ordinateur et d'un site internet, enfin d'une connexion internet. J'ai besoin de rien d'autre. Donc voilà, il y a différentes choses, différents métiers qui font qu'effectivement, on a plus ou moins besoin d'investir. Effectivement, après, comme tu dis si bien, quand on est, par exemple, coach, on a besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, oui, mais on a quand même besoin aussi, à côté, d'aller chercher, d'aller exposer des problèmes, d'aller faire en sorte que les gens viennent vers nous. Donc, quelque part, on a toujours cette dynamique d'aller chercher les clients, d'avoir la possibilité d'une connexion commerciale, je dirais, ou tout du moins d'une connexion humaine au départ, oui. Et donc d'aller chercher les gens. Et ça, effectivement, ça… Alors, il y en a chez qui c'est inné, il y en a chez qui ça s'apprend. Voilà. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de financement. Là, on n'est plus dans le financement. On est plutôt dans l'investissement de la personne que l'on est en tant qu'entrepreneur.
Ça veut dire aller dans les réseaux, ça veut dire être sur Internet. Ça veut dire... Alors, moi, je suis très peu sur Internet. Hein. Vous n'allez pas me trouver quasiment sur Internet. J'y suis très peu. Moi, j'aime bien les petits groupes. C'est comme que je fonctionne et c'est comme ça que je fais ma clientèle. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est fabuleux. Ce sont les réseaux. C'est LinkedIn, c'est Facebook. Voilà. On peut se faire connaître aussi par différents moyens. Maintenant, ce qui est important quand on veut se faire connaître, c'est quelle est la valeur qu'on veut apporter. C'est-à-dire que si on part dans tous les sens en disant je vais me faire connaître sur tous les réseaux pour avoir des clients, ben, on n'aura pas forcément les clients qu'on souhaite. Et ça, c'est très important. Ok, et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, effectivement, pour toi, c'est important aussi de pouvoir déterminer en fait à qui on va s'adresser. Complètement. Parce que bien souvent, on a des entrepreneurs qui partent effectivement en disant voilà, je veux faire ça, et qui n'ont pas de notion quelque part de soit de qui ils veulent toucher, soit du bénéfice en fait qu'ils veulent apporter. Pour toi, c'est quelque chose d'important de le savoir avant. C'est hyper important puisque moi, c'est ce qui m'a amené à 40 ans à être en burn-out. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je vous le disais, mes clients m'avaient poussé quelque part, et je les en remercie, à créer mon entreprise. J'ai continué à travailler avec eux. Puis après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés, et puis d'autres. Et puis après, j'ai travaillé pour des grands groupes. Et là, les grands groupes pour lesquels j'ai travaillé, enfin, j'ai collaboré, étaient pour moi censés être dans le domaine de l'humain, du soin. Et j'ai vu d'autres choses qui ne m'ont pas plu. Donc, du coup, ce qui me plaisait au départ ne m'a pas plu. Donc, il faut vraiment, par la suite, donc, il faut vraiment, à chaque fois que vous, en fait, quand on choisit un client, le client vous choisit, mais vous le choisissez aussi. Je sais que ça peut être très compliqué au départ, quand on démarre, on dit, bah oui, mais il faut quand même se financer, il faut quand même chaque mois qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut quand même que la société grandisse, il faut quand même tout ça. Donc, c'est une charge. Mais croyez-moi, vous gagnerez du temps à vraiment choisir les personnes avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez collaborer, clients que vous allez avoir dans votre entreprise. Alors, après, tout dépend ce que vous faites. Si c'est une grosse entreprise où vous vendez, je ne sais pas, des biscuits ou ce genre de choses, vous n'allez pas aller voir chaque client. Mais par contre, si vous avez des grosses entreprises qui achètent vos biscuits, eh bien, faites en sorte que cette entreprise ait au moins que vous ayez certaines valeurs en commun. Pour moi, en tous les cas, c'est ça. D'autant plus que le fait effectivement de choisir ses clients et donc de savoir comment on va travailler avec eux, ça amène aussi le plaisir de travailler avec eux et donc une capacité effectivement de légèreté, je dirais, quelque part dans les rapports qui permet d'avoir une certaine stabilité et de provoquer en fait une certaine confiance dans ce qu'on sait faire. Okay, quand on... ça... Oui, vas-y. Je t'en prie, pardon. Oui, parce qu'en fait, quand on... Alors, ça semble peut-être utopique quand je dis faut choisir ses clients. Voilà. Et parce que les clients vous choisissent. Ils vous choisissent parce que vous avez certaines valeurs. Ils vous choisissent parce que vous avez aussi une qualité professionnelle. Mais vous les choisissez aussi parce qu'ils ont certaines valeurs. Et bien souvent, et je vous dis, je suis passée par là, quand vous ne faites pas attention à ça, moi j'avais des salariés, il fallait quand même que voilà, fin du mois, il y avait quand même beaucoup de salaires qui sortaient. Et donc, vous avez aussi cette... à un moment donné, vous vous dites, oui, mais je suis aussi obligée de faire des choses qui ne me plaisent pas forcément parce que j'ai des salariés. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Les salariés, que la société tourne, le fait qu'on a peut-être des clients qui sont un petit peu plus pas tout à fait dans nos valeurs, ou voilà. Et à un moment donné, ça explose. Quand vraiment ils ne sont pas dans vos valeurs, ça explose. Et vous vous rendez compte que petit à petit, il y a des déraillements qui se font, il y a une mauvaise communication qui se fait, vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites, et là, à un moment donné, vous faites quoi. Donc, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais voilà, c'est quand même préférable. D'accord. Et je voudrais revenir justement sur les moments de création, en fait, de l'entrepreneuriat.
quand on a une idée et qu'on veut se lancer, on est malgré tout confronté quelque part à minima, je dirais, de l'appréhension sur ce qu'on va faire, même si on est complètement entraîné en fait dans l'euphorie du projet, on arrive très vite quand même à se poser des questions, à se poser des doutes, à être confronté à des contraintes, que ce soit des contraintes d'organisation, de compétences, enfin voilà, on a énormément de contraintes qui arrivent. C'est quoi comment est-ce qu'on gère ça? C'est quoi les discours internes en fait qu'on a à ce niveau-là? Comment tu as géré ça toi à 19, à 20 ans, à 25 ans, quand tu as commencé à créer tes entreprises, te trouver face à ces contraintes, à ces difficultés, comment tu as pu les affronter en fait? C'est quoi les stratégies que tu as mis en place? Alors moi, jusqu'à 35 ans, j'avais peur de rien. Donc je fonçais. Je me disais: «Ça marche pas, voilà, c'est pas grave, mais on y va. On y va, on fonce». Ça a changé le jour où je suis devenue maman, où là, effectivement, j'ai été un peu plus dans, voilà, le pas le raisonnable, mais plus dans la réflexion. Mais je me suis en même temps aperçue que quand on se crée des appréhensions, c'est-à-dire quand on devance le problème, c'est sûr que le problème, il arrive. C'est certain. En revanche, quand on qu'on se fixe l'objectif, on se dit: «Mon objectif, c'est celui-ci», il va y avoir des contraintes, il va y avoir des marches à passer. Il va y avoir de temps en temps, ça le va pas être tout à fait droit, je vais un peu le contourner, mais mon objectif, il est toujours là. Eh bien, ça passe nettement mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez en accord avec vos valeurs, fixez-vous des objectifs, voire des mini-objectifs, hein. Ça peut être, vous avez un grand objectif final et puis vous avez des sous-objectifs. Et dans ces cas-là, je vous dirais, venez en PNL, venez dans le groupe PNL, parce qu'effectivement, on apprend tout ça. On apprend tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend à gérer ses émotions. Et c'est là que c'est important de gérer ses émotions. La panique ne sert à rien. Avoir peur ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer. Alors, Non, je suis d'accord avec toi, il est normal qu'on ait des appréhensions. Mais dépend, est-ce qu'on a envie que ces appréhensions mènent la barque ou est-ce que c'est nous qui allons mener la barque? Nous, avec ce qu'on a envie de faire, avec notre vision de notre entreprise, avec nos valeurs, etc. C'est ça qu'il faut un peu gérer. Et je ne dis pas que c'est simple au départ. Je ne dis pas que c'est simple. Moi, quand j'ai vraiment, à partir de 35 ans, quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, à me dire, oh là là, mais là, je prends peut-être un risque, je prends un risque pour mes salariés. Si on arrête avec tel client, oui, ben, c'est quand même un bon client, c'est quand même un client qui paye aussi une grande partie du chiffre d'affaires. On y réfléchit à 2 fois. Donc, c'est sûr qu'il y a cette appréhension. Mais en même temps, je me suis vraiment rendu compte que plus je me créais des peurs et moins j'avançais. Et pourtant, les peurs sont quand même aussi un indicateur quelque part de croissance. Et c'est aussi un indicateur aussi il y a des fois comment dire, de reconnaissance de difficultés de compétences. On peut avoir peur de quelque chose parce qu'on n'est pas sûr d'avoir toutes les capacités pour. Donc, il y a une ambivalence sur les peurs, quelque part. Ça peut être, peurs, mais ça peut être aussi un indicateur de attention, il me manque ça pour aller là et comment je fais pour y aller en fait. Les peurs, c'est une protection. On se protège toujours. Il y a toujours une peur qui va te dire, oh là là, elle va pas là, parce que là, tu prends des risques. Hein. C'est normal, c'est humain. Okay. Si ce n'est que la peur, on peut l'apprivoiser. Si on ne l'apprivoise pas, c'est elle qui prend le dessus. Donc, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous dire attention, mais elle n'est pas là pour nous faire. Elle est juste là pour nous faire prendre conscience que là, il va peut-être falloir mettre des comportements en place pour continuer à avancer. C'est comme, comment est-ce que je pourrais dire, si par exemple tu passes sur un chemin et le chemin est plein de crevasses mais assez profondes, et puis le chemin est très étroit, eh ben, tu ne vas pas passer dans la crevasse,
Tu vas dire, je risque de passer dans la crevasse. Mais tu vas peut-être trouver des solutions, je ne sais pas, mettre des planches pour passer au-dessus des crevasses, pour pas que tu tombes dans la crevasse. Et en fait, c'est les comportements que tu vas mettre en place qui vont faire que ta peur va diminuer de façon à ce que tu puisses avancer. Mais la peur est très saine à partir du moment où ce n'est pas elle qui prend le dessus. Ok, donc autrement dit, c'est ce qu'on dit en PNL, effectivement, quand tu as peur de quelque chose, au lieu d'en avoir peur et de réagir en fait soit par de l'agressivité, soit par de la fuite, assieds-toi, mets-la à côté et discute avec quelque part. Essaie de comprendre pourquoi tu as peur, c'est ça? Pourquoi tu as peur, de manière à pouvoir savoir comment en fait la gérer. C'est exactement ça. Prendre conscience, elle est là pour quelque chose, mais qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu vas la gérer, cette peur, pour qu'elle te fasse avancer, qu'elle ne te freine pas? Et en fait, c'est ce que j'ai mis dans ma vie, moi, en place, dans et je vous assure, hein, j'ai eu des moments de peur, et les moments de peur où j'ai laissé la peur prendre le dessus, ça n'a pas été les plus favorables de ma vie. En revanche, quand je l'ai apprivoisé, quand je me suis dit: «OK, là, je prends conscience qu'il y a un risque. Comment est-ce que je peux faire pour diminuer le risque? Pour faire en sorte que ce risque soit plus un risque, mais simplement un passage». Mais il y a des fois, effectivement, là, je vois, on a un intervenant, Willy, qui dit, j'ai l'impression que certaines de mes peurs sont créées par mes doutes et non en rapport avec le syndrome de l'imposteur. Effectivement, bien souvent, quand on a une peur, on est d'accord, c'est qu'on est effectivement dans une possibilité de prise de décision et qu'on voit plus le risque, en fait, que le bénéfice, quelque part. Oui. Alors, il y a différentes peurs. Il y a aussi la peur parce qu'on on a des capacités à acquérir, et que du coup, avec ce manque de capacité, on a un manque de confiance. Mais l'avantage, c'est que les capacités, ça s'acquiert. Et on peut toujours les acquérir. C'est-à-dire que quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas tout, eh bien, on a toujours des personnes à qui qu'on peut aller voir, qui sont passées par là, comme tu fais en fin de compte dans tes interviews, qui sont passées par là, et qui peuvent effectivement te dire, bah, tiens, moi, ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Voilà comment je m'y suis pris. Je suis allée voir telle personne qui, je ne sais pas, au CCI ou dans tel réseau. Voilà. Et les capacités, ça s'acquiert. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on vient me voir en coaching, on me dit j'ai un manque de confiance. Et en fait, je pose toujours beaucoup la question à savoir est-ce que c'est un manque de confiance ou un manque d'estime de soi? Et on confond souvent les deux. Le manque de confiance, c'est juste un manque de capacité. Donc, il faut simplement acquérir les. Alors, quand je dis simplement, ça peut paraître un peu facile, c'est pas facile. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour avoir des capacités, pour vraiment avoir confiance, par exemple, quand vous apprenez à conduire, vous ne savez pas conduire au départ. Donc, vous dites, oh là, moi, la première fois que j'ai pris une voiture en main, j'ai roulé sur le trottoir et j'ai le pneu qui a, qui a explosé. Et ben, j'ai appris à changer une roue avant même d'avoir conduit. Mais je ne savais pas que j'ai une roue au départ. Donc, j'ai appris. Donc, à chaque fois que j'ai eu une roue de percée, bah, j'ai su changer ma roue. Donc, ça s'apprend, tout s'apprend. Aujourd'hui, Oui, et ce que tu dis me fait tout à fait penser à ce que dit à ce que dit Martin Latulippe, c'est-à-dire que la capacité, c'est de faire une chose 1000 fois, et plus on le fait, plus effectivement on devient performant. Je mettrai entre guillemets, il n'est pas question de performance en elle-même, mais plus on devient compétent. Voilà, c'est plus le mot. Voilà. Compétent à faire quelque chose parce que on a un entraînement qui permet en fait de s'améliorer. Et je pense qu'effectivement, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on commence, on va tester des choses, on va faire des erreurs. Alors, c'est ça aussi le problème, c'est que souvent, quand on commence dans l'entrepreneuriat, bah, si on fait une erreur, il y a des fois, ça peut quand même avoir des conséquences qui peuvent être assez graves. Et donc, le risque, il est difficile à gérer quand on commence. C'est ce que j'appelle les risques calculés. C'est-à-dire qu'en fait, un entrepreneur, quand on crée une entreprise, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques.
vous ne savez pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai vécu en 2002, on a parlé de la crise de 2008, mais je peux vous dire qu'en 2002, ça commençait. Et j'ai vu des choses qui bougeaient. En 1980, 90, pardon, c'était la guerre du Golfe. Donc, il y avait des choses aussi qui, là, arrêtaient. Et donc, oui, vous savez, enfin, en tant qu'entrepreneur, il faut être résilient. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer par des hauts, par des bas, des choses où vous vous dites, ah, j'avais fixé mon objectif, mince, le chemin n'est pas tout droit, il faut tourner un petit peu parce que j'ai telle capacité à apprendre. Eh bien, OK, vous apprenez la capacité. Et c'est vrai que ce que dit Martin, c'est pas en une fois que vous allez acquérir cette capacité, il va falloir la faire, alors 1000 fois, c'est peut-être excessif, mais pour certaines, il va falloir effectivement la faire plusieurs fois pour commencer à comprendre qu'en fait, ça va se faire naturellement et vous ne vous poserez plus la question de savoir comment gérer votre entreprise, comment gérer votre équipe, comment parler à votre équipe, parce que vous aurez acquis ça. Mais ça s'apprend. C'est pas, enfin, vous n'êtes pas sorti du ventre de votre maman en sachant tout ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. C'est pas vrai. En tous les cas, si vous avez ça là, c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Complètement. Et merci d'ailleurs de revenir sur quelque part sur le but ultime de ces interviews, qui est effectivement d'amener des champs possibles et d'amener peut-être la conscientisation aussi je dirais, des pièges inconscients qu'on peut avoir quand on commence dans l'entrepreneuriat, parce que c'est la lune de miel. Hein. Quand on a une idée et qu'on y va, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et youpi, je vais réussir en 3 mois. C'est peut-être un petit peu présomptueux, hein, quelque part. J'ai tendance à dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme se lancer du 200e étage sans avoir de parachute. Tu descends, jusqu'ici tout va bien, puis quand tu es à 3 mètres du trottoir, bah, jusqu'ici tout va plus bien, quoi. Oui, une entreprise, c'est comme une maison, il faut avoir des fondations solides. Voilà. Donc, il faut monter la maison pierre à pierre. Si vous voulez, ou alors si par exemple en montagne et que vous voulez arriver au sommet en 5 minutes alors que vous avez 1000 mètres de dénivelé, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. À un moment donné, vous allez être essoufflé, vous allez vous retrouver sans oxygène. Ben, une entreprise, c'est pareil. Donc, montez-la pas à pas, apprenez petit à petit, attendez pas à faire des millions en un an. Et encore une chose, je vous dis, tout dépend de l'entreprise. Tout dépend de l'entreprise que vous avez. Mais même ceux qui font des grandes entreprises et qui trouvent des investisseurs, eh bien, il y a quand même beaucoup à donner aussi. Donc, les méthodes, oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est une maison que vous montez, votre entreprise. Et moi, la première entreprise, je l'arrêtais. Hein. Guerre du Golfe, tout s'arrêtait. 120 dépôts de bilan en une journée sur Paris. J'ai jamais fait un dépôt de bilan plus rapide que ça, 2 minutes. On m'a posé une question, vous voulez continuer, vous voulez terminer? Ben, j'ai dit, écoutez, vu la situation, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Donc, si vous voulez, et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et sachez une chose, c'est qu'effectivement, des hauts et des bas, ça arrive. Et moi, j'en ai connu. Et c'est aussi ça qui nous apprend. C'est-à-dire que moi, l'expérience du premier dépôt de bilan, je peux vous dire que pour moi, c'était mon bébé, quoi. Donc, mon avocat et mon comptable me disaient, ton bébé, tu vas le lâcher. Et ce n'était pas possible pour moi. Donc ça, il faut aussi comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas un bébé, c'est une société avec des personnes qui y travaillent, ou peut-être que vous serez les seuls à travailler dans cette entreprise, tout dépend de ce que vous allez faire, mais c'est le côté professionnel et vous pouvez toujours rebondir, toujours. Et voilà, moi, ça m'est arrivé, bah, c'est pas catastrophique. J'ai fait en sorte que mes salariés voilà, soient à l'abri. Je me suis un peu pas mis à l'abri moi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie, vraiment la résilience, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, la résilience en physique, on dit que c'est un métal qu'on peut, qui absorbe le choc. Et ben, l'entrepreneur, c'est ça. Qui doit accepter les chocs et puis se relever. Et sincèrement, je vous le dis, c'est ces expériences-là, c'est ces chocs-là où vous apprenez le plus. Et c'est dur au départ.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je sais que quand j'ai lancé mon entreprise d'assistance et de secrétariat juridique, donc dans un premier temps, et puis maintenant, effectivement, l'activité de coaching. Alors, certes, j'ai appris de ma première entreprise et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à pouvoir avoir la capacité un petit peu de recul. Mais quand j'ai lancé mon entreprise d'assistance et de secrétariat juridique, euh, j'étais tellement dans la volonté en fait que ça puisse marcher qu'à un moment, on pourrait dire que je suis devenue mon entreprise. C'est-à-dire que c'était mon bébé, j'en accouchais et c'était en fait mon entreprise, c'était moi et moi j'étais mon entreprise. On avait fusionné tous les deux et c'est vrai que cette difficulté, moi, elle m'a appris en fait que on est, quand on a un bébé, quand on crée une entreprise, on est le représentant de son entreprise, on est le représentant de ses valeurs, on est le représentant de ce qu'elle incarne. Et ça, c'est OK. Mais on n'est pas son entreprise. On n'est pas le. Comment je pourrais dire on est malgré tout en fait deux personnes différentes quelque part. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est un équilibre, si on ne l'a pas, qui peut très très vite nous emmener effectivement dans des postures qui sont extrêmement difficiles, de fatigue, de culpabilisation si on n'y arrive pas, etc. Et c'est vraiment assez compliqué. Et là, effectivement, la culpabilisation, elle est là. Hein. Quand on a un premier, entre guillemets, échec, moi je les appelle des expériences, des cadeaux mal cachés, mal emballés. Vous savez, quand vous licenciez des gens et que moi, je suis allée à la poste pour voir les lettres de licenciement partir, je peux vous dire que j'ai vu toutes les familles passer devant mes yeux, quoi. J'ai vraiment vu à chaque lettre, je voyais la famille derrière, parce que je les connaissais tous. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, quelquefois, vous avez aussi besoin d'arrêter quelque chose qui peut vous amener aussi et amener vos salariés dans une difficulté. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, hein, plus on peut continuer, et plus... mais il ne faut pas que ce soit un prolongement de vous-même, votre entreprise. C'est une entreprise. Et je sais que ça va peut-être en choquer certains, mais ça reste une entreprise. C'est pas vous. C'est d'ailleurs pour ça que ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que juridiquement, on parle, alors juste comme ça, mais on parle effectivement de personnes physiques pour soi et de personnes morales pour l'entreprise. Et ça veut bien dire effectivement qu'il y a deux choses différentes. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat d'ailleurs, parce que le statut n'est pas différent. Mais quand on est dans son activité d'auto-entrepreneur, en fait, encore une fois, on est le représentant, on incarne ce que l'on propose. Mais on n'est pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps une confusion entre les deux. Génial, ça, on est bien contente d'avoir parlé de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent mal perçu, en fait, ou tout du moins perçu de manière fausse, je dirais, quand on commence dans l'entrepreneuriat. On n'a pas ce recul d'avoir cette distance, en fait. Et c'est probablement quelque chose d'important parce que c'est ce qui, pour moi, permet de perdurer aussi, permet de conserver de l'énergie et de conserver un sas, en fait, entre les difficultés de l'entreprise éventuellement et ce que l'on est. C'est complètement différent. Oui, parce que quand on démarre une entreprise, on est déjà passionné. C'est pas parce que vous allez arrêter une entreprise que la passion ne sera pas là. C'est que vous allez enlever quelque chose qui est peut-être qui ne doit plus vivre. Et attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter toutes les sociétés. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux vraiment faire la différence. C'est qu'il y a des moments où vous allez mettre, et je parle de petites entreprises, hein, je parle des TPE et des PME. Moi, j'ai vu des entrepreneurs vraiment se mettre en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas su dire là, il faut s'arrêter, quoi. Il faut s'arrêter parce que, vous savez, moi, quand je parle de 90, non seulement il y avait la guerre du Golfe, mais en plus, il y avait les ordinateurs qui arrivaient. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu à ce moment-là. Il y avait des photograveurs, il y avait tout un secteur de l'édition qui a disparu parce que les ordinateurs sont arrivés.
Et ça, vous ne pouvez pas vous battre contre ça. C'est l'évolution, c'est le changement. Donc, on est bien obligé d'aller aussi dans le sens de l'évolution. Et justement, j'allais dire quelque chose de pas gentil, mais on est à peu près de la même génération, donc quelque part, si je parle comme ça, je parle aussi pour moi. Comment tu as réagi, toi, justement, face à cette disparition, en fait, face à cette évolution de la société? Parce que quand on arrive à un certain moment de nos vies, même si on est dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément toujours facile de s'adapter aux nouvelles technologies. On a plus ou moins de difficultés. Moi, je vois aujourd'hui lancer une carrière tout du moins une activité de coaching à l'âge que j'ai, et je vais être très claire avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. S'adapter aux réseaux sociaux, s'adapter au mode de communication, s'adapter à la visio, s'adapter à... c'est pas des choses qui sont franchement innées, tout du moins pour moi. Pour toi non plus, je pense pas, Marie-Christine. Et comment toi, comment tu as travaillé tout ça? Comment tu t'es adapté à tout ça? Si je remonte un peu l'histoire, 90, vous avez la guerre du Golfe et en plus, vous avez les ordinateurs qui arrivent. Vous avez des métiers. Alors moi, j'ai gardé pendant 1 an un ordinateur chez moi, je ne l'ai même pas allumé. C'est-à-dire que j'étais réfractaire parce que quand on est directrice artistique, maquettiste, dans la presse, on fait des magazines internes pour les sociétés qui n'existaient pas à ce moment-là. Donc moi aussi, je suis allée dans cette mouvance de dire... après, on en reparlera au niveau de mon métier actuel, mais c'est vrai que je trouvais que dans les sociétés, il n'y avait pas de communication interne. En fait, les services ne communiquaient pas entre eux. Donc, j'ai créé ça. Mais je faisais tout manuellement. C'est-à-dire qu'on avait des grandes bandes, on avait des copistes, des gens qui saisissaient les textes sur des grandes bandes de bromure. Je faisais des dessins sur les pages et j'avais les photograveurs qui faisaient des films, 4 films couleurs pour la photogravure qui partaient après en impression. Puis du jour au lendemain, ordinateur. Et là, vous éliminez les copistes parce que c'est vous, en fin de compte, c'est les rédacteurs, les journalistes qui tapent tout sur l'ordinateur. Vous avez, quand je dis du jour au lendemain, il y a eu une petite étape, mais ça a commencé comme ça. Vous avez des nouveaux logiciels où il faut vous y habituer. Vous vous dites, c'est quoi ce truc? C'est tellement plus simple quand on collait les papiers. Donc, vous avez effectivement plein de changements qui vous arrivent. Puis vous vous dites, soit vous restez à l'ancienne version, et là, c'est sûr que vous n'allez pas évoluer et c'est sûr que vous allez rester sur le carreau et que vous allez faire un autre métier, totalement un autre métier. Mais en même temps que vous êtes passionné par ce que vous faites, moi j'adorais faire des magazines, j'adorais ça, j'adorais faire la communication. Et vous vous dites, ok, c'est un outil. Et là, vous commencez à vous dire, ok, soit ce qu'il y a devant moi, là, ce truc avec un écran noir, qui était tout petit à l'époque, c'était un SE. Alors je peux vous dire que c'était aussi grand que nos tablettes iPad toutes petites là. Et vous avez ça, vous vous dites, bon, à un moment donné, il va falloir quand même que je m'y mette. Donc, je m'y suis mis. Puis, en fin de compte, là où je faisais au départ un magazine en 4 jours, j'ai mis 15 jours à le faire avec l'ordinateur. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas si pratique que ça, en fin de compte. Mais j'ai insisté et j'ai continué. Je me suis dit, on va être forcé d'aller vers l'ordinateur, donc j'y vais. Voilà, puis maintenant, j'utilise l'ordinateur tout le temps et ce n'est pas un problème pour moi. Ça, déjà, ça a été, tu vois, un changement vraiment, une évolution. Et il faut accepter aussi le changement parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous soyez entrepreneur ou autre, si vous allez contre le changement, il y a un moment donné, taper à un mur. Parce que le changement, ça fait partie de la vie. Tout est éphémère. Donc, voilà, on est en perpétuel mouvement. Et encore plus dans le professionnel. Ensuite, moi, effectivement, l'Internet est arrivé en 2000. Donc, je me souviens que l'Internet avait dit bip, 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 bip quand on se met sur Internet. Donc, c'était très long. Puis, petit à petit, ça a été un peu plus vite. Et puis, d'un seul coup, on faisait plus de plaquettes de papier. Fallait un site Internet, fallait communiquer. Donc, il a fallu s'habituer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important d'accepter l'évolution. Et donc, les capacités, je ne les avais pas. Capacité d'utiliser un ordinateur, je ne l'avais pas en 90.
capacité en 2000 d'utiliser Internet, je n'avais pas, j'ai appris. J'ai appris et puis maintenant, j'utilise tout le temps. Donc, l'évolution, l'accepter. Et l'évolution, quand vous créez une société, l'évolution d'Internet, c'est vrai que je suis de la génération et je suis très peu sur Internet. Je fonctionne encore dans des petits réseaux de façon à effectivement que j'aime pas je ne veux pas avoir 10 000, 20 000, 3 millions de followers, ça ne m'intéresse pas. Mais contre, voilà, ça me permet d'avoir quand même des contacts, tu vois, de faire des interviews comme avec toi, d'être sur des groupes où on fait du Zoom, où donc on fait des formations sur Zoom. Ça permet quand même plein de choses. Si j'avais dit, d'ailleurs je l'ai dit, il y a 7-8 ans, si j'avais dit non, moi je ne veux pas faire du coaching sur Internet en visio, je ne veux pas faire du coaching par téléphone, je ne veux pas faire, eh ben, j'en sais pas où j'en suis aujourd'hui, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter l'évolution. Il faut accepter le changement. J'ai une question à te poser, moi, effectivement, sur. Là, on a déjà passé 50 minutes ensemble et franchement, c'est passionnant. Je te remercie franchement d'avoir été là, c'est vraiment génial. Moi, j'ai une question à te poser. Quand on crée une entreprise ou quand on gère une entreprise, comment on gère, je vais encore reprendre ce mot, comment on gère l'équilibre entre la vie pro et la vie perso? Parce que maman, effectivement, donc qui dit maman dit des enfants, entrepreneur généralement, pas d'heures ou énormément de travail, l'un vis-à-vis de l'autre, les enfants qui réclament, l'entrepreneur de l'autre côté. Comment on arrive à gérer ça? Comment est-ce qu'on arrive à un moment à faire la part des choses? Alors au départ, tu ne le fais pas forcément. Au départ, tu prends un grand galin qu'on appelle le burn-out parce qu'effectivement, tu as du mal à équilibrer. Et puis petit à petit, tu te dis OK. Alors moi, si je vous dis ça, c'est pour que justement, vous ne fassiez pas burn-out. C'est-à-dire que moi, je travaillais, je me levais à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures, je travaillais. À 8 heures, je préparais mon fils, je l'emmenais à l'école. Entre-temps, j'avais pris ma douche. À 8h30, il était à l'école. À 9h, j'étais au bureau. À 9h, j'attendais mon équipage jusqu'à 9h30. Je regardais mes mails, je regardais les rendez-vous que j'avais, etc. Je faisais tout ce que je pouvais faire le plus rapidement possible. 9h30, j'avais toujours une réunion plus ou moins avec l'équipe pour savoir effectivement ce qu'il y avait à faire dans la journée, si les clients avaient donné des corrections, si voilà. Donc, on faisait le point. Et après, je partais en rendez-vous. Et le soir, rebolote, j'allais chercher mon fils à 6h30, voilà, à table, le bain, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'une maman peut faire ou un papa peut faire. Et à 10h, comme mon fils était un couche-tard, donc à 10h, c'est bon, il était endormi et je bossais jusqu'à minuit. Et à un moment donné, je me suis dit, wow. Ouais. Je vois bien ça. Alors, dans ces deux postures, en fait, le temps pour toi, tu le prenais quand? Et bien justement, je ne prenais pas de temps pour moi. C'est ce que j'ai appris plus tard, quand j'ai commencé effectivement à faire de la PNL, à aller vers ce métier d'accompagnement. C'est de me dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2003, j'ai eu effectivement, c'était pas possible, hein, j'étais 15 heures par jour sur le front, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, et il y a eu 2 déclencheurs. Le premier, c'est mon fils du haut de ses 7 ans, 6-7 ans, peut-être un peu plus tôt, je ne sais plus, qui m'a regardé de ses 3 pommes et qui m'a dit « Maman, tu me fais peur ». Mais avec vraiment la peur sur son visage. Et là, je me suis dit « Ouf, il y a un truc qui ne va pas ». Donc là, j'ai commencé à freiner le train qui roulait à 1000 à l'heure. Mais quand vous avez un train qui roule à 1000 à l'heure, il faut dire que le frein, il faut vraiment le serrer pour que ça s'arrête un petit peu, voire un tout petit peu. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau de mes valeurs, au niveau des plus gros clients que j'avais. À un moment donné, j'ai la directrice de com d'une de ces sociétés qui m'a demandé si je pouvais si je pouvais être interviewée en tant que prestataire de service. J'ai dit OK, pas de problème. Là, la journaliste m'a posé la question en disant mais vous pouvez me parler de l'éthique que vous avez vis-à-vis de vos clients, que vos clients ont vis-à-vis de vous. Et là, j'ai bugué. Le mot éthique,
j'ai failli dire qu'il y avait un truc qui passait pas, parce que là, je me suis aperçue que j'étais pas dans mes valeurs. Ça a été le deuxième déclencheur. Et là, je me suis dit: «OK, d'accord, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fous tout en l'air?» J'ai un peu tout foutu en l'air, mais je voulais que ça se fasse correctement vis-à-vis de mon équipe. J'étais en train de tomber dans un burn-out. On parlait pas de burn-out à ce moment-là, hein. Mais vraiment, j'étais plus du tout. Moi, je parle souvent aux entrepreneurs, je dis: «Oui, vous êtes à côté de vos baskets» et c'est bien de temps en temps de prendre du recul et souvent, quand on commence une entreprise, on prend pas de recul et ça, c'est vraiment très, très important. C'est ce que j'ai pas fait à l'époque. On parle de tout ce que j'ai pas fait, enfin tout ce que j'ai fait et qu'il faut pas que vous fassiez. Donc effectivement, j'ai à un moment donné pris de recul et je me suis retrouvée dans un gouffre avec des valeurs mes valeurs qui n'étaient pas respectées au niveau avec mes clients, enfin de ce que me demandaient mes clients de faire. Euh, Au niveau de mon équipe, ça n'allait pas du tout parce qu'il n'y avait plus du tout non plus à communiquer. C'était très compliqué pour moi. Il y avait des exigences d'un côté que je ne pouvais pas moi absorber. Donc voilà, plus mon fils, plus tout ça. Et à ce moment-là, je dis OK, je prends du temps. Bon, j'ai eu aussi d'autres choses personnellement qui se sont greffées à tout ça. Et là, j'ai effectivement voulu que ça se termine, mais que je sois en accord avec ce qui était en train de se passer et que ça se passe, proprement. Donc, j'ai parlé à mon équipe, j'ai dit voilà ce qui se passe, moi, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai envie de faire autre chose. Et 1 an avant, on voulait racheter, j'avais une personne qui voulait acheter la société, j'aurais mieux fait de la faire racheter. Mais bon, je ne savais pas ce qui allait se passer dans l'année qui suivait. Et là, j'ai dit à mon équipe, voilà, moi je vous licencie. Je sais que vous avez envie de créer votre propre boîte, allez-y. Vous avez licenciement, vous allez... Et j'ai payé tout le licenciement. J'avais 8 personnes salariées à ce moment-là. Donc j'ai payé aussi de ma poche et j'ai arrêté la société. J'ai dit stop, ça suffit. Pour repartir, moi, pour me refaire une santé et repartir sur d'autres bases. Et me retrouver surtout. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, avant de tomber ce genre de trou, quand vous démarrez une société, prenez régulièrement du recul. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs que j'ai suivis, c'est vraiment, c'est partie d'une stratégie, ça. C'est prenez du recul, c'est comme si vous étiez quelqu'un d'autre, observez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est dans vos valeurs? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous n'êtes pas en train de chemin où vous voulez aller? Voilà, ça c'est important. Bon, je suis désolée, je fais juste une parenthèse. Vous avez mon chat derrière, comme ça vous ferez c'est toujours il est souvent avec moi quand je suis en visio. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Juste la petite parenthèse. Pardon, Marie-Christine. Non, mais il est peut-être d'accord avec moi, en fin de compte. Complètement. Après, voilà, merci pour toute cette réponse là-dessus. Moi, j'ai une autre question à te poser aussi. C'est aujourd'hui, quand on s'installe comme entrepreneur et qu'on le dit à ses proches, à son entourage, on a souvent des retours qui parfois ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. C'est-à-dire que les gens nous renvoient bien souvent ça va être difficile, fais attention. Est-ce que tu as eu affaire à ça, toi? Et quelque part, comment tu l'as pris? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu l'as géré? Alors, moi, j'avais mon père qui pourtant était un ouvrier, donc ne connaissait pas du tout le monde de l'entrepreneuriat, qui m'a beaucoup soutenue. Ma mère, c'était différent, mais vous savez, quand on vous dit attention, t'es sûr, aller dans l'entrepreneuriat, c'est des risques, etc., c'est juste de l'affection, c'est de la peur pour vous, donc on a envie de vous protéger. Bon, oui, j'ai connu ça. J'ai connu aussi des jalousies, hein, des personnes qui disent oui, tu veux te la péter. Bon, ok. Il faut passer au-dessus de tout ça. Et c'est là que, en fait, vous allez vous rendre compte d'être sur le bon chemin. C'est-à-dire que, et je ne dis pas que c'est facile, attention, je minimise un peu ce que je suis en train de dire. C'est si vraiment c'est ce que vous voulez faire, faites-le.
Si la personne qui vous dit « fais attention, tu sais, tu vas prendre des risques, entrepreneuriat, c'est quand même compliqué, etc. » Si c'est de l'affection qu'elle veut vous donner, donc de la peur pour vous, expliquez à la personne ce que vous êtes en train de faire, remerciez-la de ce qu'elle vous dit, comprenez sa peur. Pour ceux qui sont plutôt en train d'attendre que vous vous cassiez la figure, ou qui effectivement sont pas très sympas et vous disent ouais de toute façon voilà tu veux te la péter, enfin moi j'ai tout entendu, hein. Restez droit dans vos baskets. C'est leur choix, c'est leur façon de voir la chose, c'est leur vision. Mais si vous, vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de mettre en place, eh bien continuez. Et vous allez toujours trouver des personnes, si vraiment vous êtes convaincu de ce que vous faites, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui vont vous donner des tuyaux, qui vont vous donner des astuces pour que vous réussissiez. Vous trouverez toujours ça. Donc, l'environnement est très important. C'est drôle ce que tu dis, effectivement, parce que je fais le rapport avec ce qui s'est passé, moi, cet après-midi, où je viens d'avoir effectivement un contact sur LinkedIn, mais j'avais du mal, en fait, même avec ces interviews, à pouvoir mettre sur papier, quelque part, la projection, le but de ce que je faisais, etc. Et ce que je vous ai livré, d'ailleurs, à tous, en début d'interview, cette petite explication, eh bien, je n'ai pu l'avoir que grâce à la conversation que j'ai eue sur LinkedIn avec cette personne. En fait, elle, en m'interrogeant sur ce que je faisais, m'a donné la capacité de pouvoir mettre des mots sur ce que je faisais. Et d'ailleurs, j'en profite sur cette vidéo, mais peu importe, pour la remercier. Mais d'un autre côté, voilà, quand on est persuadé effectivement d'être sur le bon chemin, on finit toujours par trouver des alliances au bon moment, quelque part pour faire quelque chose. Et ça, c'est absolument génial. Ok, cool tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, je proposais un petit retour en arrière. Si aujourd'hui, tu te retournes sur toute ton expérience d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de toute cette expérience? Alors, si je me retournais et que je pouvais tout refaire, je referais tout pareil avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je garderais cette valeur liberté. Et oui, je me dis, là, c'est vraiment si je refaisais tout. Et si je regarde mon chemin, je me dis que j'ai fait des erreurs, mais que je les ai faites consciemment. Je me dis qu'il y a des choses que j'aurais pu améliorer, et en même temps, j'ai kiffé, quoi. Je me suis vraiment éclatée à être entrepreneur, malgré les coups durs, malgré tout ça, parce que c'est ce qui a fait aujourd'hui, je suis celle que je suis. C'est toutes ces étapes-là qui ont fait que je suis Marie-Christine Christoffel, 63 ans presque, et 62 ans et demi. Et ça, c'est important. C'est ce qui vous construit. Je vous parlais de la maison tout à l'heure, de l'entreprise, mais ça vous construit aussi en tant qu'être humain. Et la résilience, pourquoi c'est important? Parce que ça vous construit dans le côté personnel et dans le côté professionnel. Oui, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous la capacité de pouvoir avoir de la résilience, de pouvoir rebondir sur toutes les situations. Maintenant, je dirais la difficulté, c'est peut-être de la trouver, cette capacité de résilience, parce qu'on l'a, mais il y a des fois, on n'en a pas conscience. Et c'est là où c'est difficile de mettre, il y a des fois le doigt dessus. Il y a des gens qui le veulent, il y a des gens qui ne le veulent pas aussi, tout dépend. Voilà, d'où l'importance du recul, d'où l'importance des alliances, des personnes, de l'entourage, s'entourer vraiment de personnes qui vont plutôt vous tirer vers le haut plutôt que de vous enfoncer vers le bas. Donc, quand vous sentez que vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, bah, allez chercher vers allez vers les personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous booster plutôt que vous écraser. Et puis, bah oui, il y a aussi un travail sur vous à faire hein, en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas genre je veux être entrepreneur parce que je veux être libre. Moi, je vous ai parlé de liberté, mais c'est pas que de la liberté, l'entrepreneur. C'est tous les jours avoir des idées. Je fais souvent la différence entre, quand c'est une société qui est un peu conséquente, entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise.
L'entrepreneur, il va avoir des idées, il a une vision d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est plus dans le concret et effectivement dans ce qui va faire que la société va continuer à tourner, c'est-à-dire plus dans le pragmatique. Mais au départ, on est les deux. Donc, il faut faire avec les deux. Effectivement, voilà. C'est très intéressant la distinction que tu viens de faire, parce que c'est vrai que ça ne vient pas forcément à l'esprit des gens quand on parle d'entrepreneur, on parle de chef d'entreprise, parce qu'on parle de création en fait d'un job. Mais quelque part, oui, c'est vrai qu'on pourrait considérer que ce sont deux postures qui sont différentes en fait, entre le visionnaire quelque part. Après, il y a des chefs d'entreprise qui sont visionnaires, et ça, c'est génial aussi. Oui, je ne sépare pas les deux, je dis simplement que c'est deux jobs. Après, tu peux être ensemble, hein. Mais il y en a qui sont de très bons entrepreneurs et qui savent déléguer et qui savent s'entourer. Et l'entourage est très important. Les personnes avec qui vous allez collaborer est très important, que ce soit salarié de votre entreprise ou pas, hein. Mais les personnes avec qui vous allez collaborer, c'est très, très important. Okay. Parce que c'est ce qui va créer vos fondations. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, petite question pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écouteront également en replay. D'ailleurs, dites-le entre autres, vous, sur Facebook ou sur LinkedIn, si vous regardez ça en direct ou en replay, ce sera toujours aussi intéressant et merci d'être là. Si tu avais 2-3 clés, toutes petites clés comme ça, à donner à des gens qui veulent se lancer. Alors, clés ou attention, piège, etc. À quoi faudrait qu'ils fassent attention ou quelles sont les clés qu'on pourrait avoir? Comme ça, juste quelqu'un qui vient qui te dit je veux me lancer. À quoi tu lui dirais fais attention ou voilà ce que tu peux faire? Alors, moi, je dirais n'essayez de monter la montagne avec des bottes de 7 lieues. Faites-le petit pas par petit pas. C'est vraiment important. Donc, il faut acquérir chaque capacité. Donc, vraiment, si vous voulez aller trop vite, à un moment donné, vous allez louper des étapes. C'est vraiment mon conseil, hein. C'est pas voilà, la parole d'évangile, hein. C'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment aller petit pas par petit pas. Et petit pas par petit pas ne veut pas dire lentement. Ça veut dire simplement, ayez conscience de tout ce que vous mettez en place. Remerciez-vous aussi et honorez ce que vous avez mis en place. Parce que bien souvent, ce que je vois chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a une course à l'avenir, au futur. Mais en fait, on ne remercie pas, on n'honore pas ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc, du coup, on est un peu insatisfait. Alors, je dis on, parce que je suis aussi passée par là, mais le fait de se poser, de prendre du recul, ça, c'est une autre astuce. Prenez du recul, posez-vous. Il faut, OK, au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, qu'est-ce que j'ai fait là cette année-là? Moi, je fais ça chaque fin d'année. Je fais ça. Je dis, OK, cette année, j'ai fait quoi? Où est-ce que j'aurais pu aller peut-être un peu plus vite, mettre un peu plus d'énergie? Qu'est-ce que cette année m'a apporté? Qu'est-ce que je peux modifier pour l'année qui vient? Qu'est-ce que je peux augmenter ou qu'est-ce que je peux agrémenter? Qu'est-ce que je peux apporter de plus ou développer encore plus cette année? Et c'est comme ça que vous construisez votre maison. C'est petit à petit, vous construisez votre entreprise. Ok, donc on dit de temps en temps arrêter la course au résultat pour juste regarder ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'arrêter, c'est l'observer. Observez ce qui est en train de se passer. Si vous n'observez pas ce qui est en train de se passer, ben vous avez la tête dans le guidon. C'est souvent ce que je dis aux entrepreneurs. Quand vous avez la tête dans le guidon, alors effectivement, Michael, tu peux dire que je fais plein de métaphores, mais quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez pas ce qui se passe en face. Donc, vous ne voyez pas le chemin. Donc, vous foncez la tête baissée. Et c'est là que vous cassez la figure. Oui, souvent. Moi, je vais plutôt vous dire, allez-y, créez votre entreprise si c'est vraiment quelque chose qui est important. Si ça fait partie de vos valeurs, restez dans vos valeurs. Si c'est une passion que vous avez, allez-y. Vous aurez peut-être de temps en temps, j'ai vu syndrome d'imposteur, je crois tout à l'heure, on s'en fout. Parce qu'à un moment donné, vous allez tellement acquérir de capacités, tellement d'expérience que le syndrome, vous n'y penserez même plus. Mais ça ne fait pas à pas.
Okay. Et maintenant, Marie-Christine, donc on va terminer, on est un peu plus d'une heure, mais je voudrais que tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui et en particulier de ce programme que tu travailles, que tu mets en place pour les gens de 50-60 ans. Déjà, pourquoi cette cible? Alors, pourquoi cette cible? Alors, tu vois, c'était drôle parce que tout à l'heure, tu m'as dit, mais si tu regardes ta vie, là, comment ça s'est passé, etc., si tu prends du recul, moi, je suis plutôt dans l'avant, enfin dans l'après, si je peux dire, mais avancé. C'est-à-dire qu'effectivement, je regarde ce que j'ai fait, je suis très fière de ce que j'ai fait, des choses pas très contente. Mais pourquoi cette cible de 50-60 ans? Bah, tout simplement parce qu'à 50 ans, on commence, et je trouve que ça commence à être de plus en plus tôt. Au départ, j'avais pour 60 ans, et puis je m'aperçois qu'à 50, voire 40, on commence à se poser des questions sur le sens de notre vie. Et en fait, si vous voulez, il faut savoir qu'aujourd'hui, toi et moi, on va peut-être vivre jusqu'à 98 ans. Moi, j'ai bien l'impression de vivre jusqu'à 98 ans, et on peut vivre en pleine forme. Alors, bien sûr qu'on ne sera pas aussi alerte qu'à 20 ans, on est bien d'accord, mais notre cerveau, si on le travaille, si on lui donne des apprentissages tous les jours, eh bien, on peut continuer très longtemps comme ça. Et en fait, cette formation, c'est ça. C'est pour les personnes, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes quand même qui s'y intéressent, c'est pour les personnes qui veulent se dire, OK, moi j'ai 50 ans, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait ce que j'avais à faire, responsabilité de mère ou de femme, etc. Et là, mes 50 prochaines années, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux continuer comme ça? Ou est-ce que je veux petit à petit arriver, on parle beaucoup de retraite en ce moment, mais à 64, 67 ans, et puis me dire après, ça va être cool, voilà. Ou alors au contraire, est-ce que petit à petit, je veux créer mon activité, quelque chose qui va me passionner. Et là, moi, je ne parle pas d'activité à ces personnes-là en disant, voilà, vous avez créé une grosse entreprise. Non, des activités simplement professionnelles, mais qui vont leur apporter du plaisir, de l'épanouissement. Et je parle beaucoup de, après votre développement personnel, eh ben, venez chez moi, Croque la vie, c'est de l'épanouissement personnel. C'est vraiment aller chercher ce que vous pouvez faire par la suite. Prendre en main différemment votre vie. C'est joli ça. Venez chez moi, Croque la vie, c'est de l'épanouissement personnel. Je crois que ça va être notre mot de la fin. Marie-Christine, voilà. Merci beaucoup pour tout. En tous les cas, voilà. N'hésitez pas à contacter Marie-Christine Christoffel. L'épanouissement, c'est croquer la vie, ou croque la vie, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement du futur, dirons-nous. Bravo pour ça, Marie-Christine. En tous les cas. Et merci infiniment de ta présence. Ce direct est à présent terminé. Je vous remercie pour les partages et pour tout ce que vous avez pu y apporter. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. On parlera, si je me souviens bien, d'énéagramme avec Cécile Flora Lefebvre. À très bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci Eliane. Merci à tous.